soutien du Rwanda au M23. Que vaut la reconnaissance de l'ONU? On en parle dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Messieurs, bienvenue. Je reçois pour vous sur ce plateau Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci maître d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors comme vous le savez, l'actualité reste dominée aujourd'hui par la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de notre pays. L'ONU vient, après plusieurs années, de reconnaître justement enfin le soutien du Rwanda au M23. Vous êtes président de la CAGE, une association très connue, très réputée. Qu'est-ce que selon vous, ça peut changer, selon vous justement, dans la suite des événements? D'abord, une petite nuance, ce n'est pas la première fois que l'ONU reconnaît la présence du Rwanda, des troupes rwandaises sur le territoire de la RDC. C'est la deuxième fois. Peut-être on peut dire que plusieurs mois après que le gouvernement congolais et le FRDC l'aient mentionné à l'intention de l'opinion publique nationale et internationale, et qu'on ait observé, constaté avec beaucoup de regrets la prise de position du porte-parole de la MONUSCO qui avait démenti cela. Et donc, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut tout simplement aujourd'hui que nous avons une position d'une source indépendante qui confirme les propos ou les accusations que le gouvernement congolais avait déjà portées contre... Les experts des Nations Unies, justement. Oui, c'est-à-dire les rapports des experts des Nations Unies vient appuyer l'accusation que le gouvernement congolais avait déjà portée contre le Rwanda. Quel impact ça peut avoir? C'est justement ça. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans la suite des événements? Oui, déjà sur le plan de la crédibilité dans l'opinion, nous devons retenir que le Rwanda ainsi que ses dirigeants ont totalement perdu de crédibilité parce qu'ils se sont mis à nier cette présence depuis plusieurs mois. Et bref, c'est tout le monde maintenant. J'ai suivi les Africains, les Occidentaux qui considèrent que les dirigeants rwandais ne sont pas dignes d'une considération parce que ils se sont mis à mentir de manière assez ridicule jusqu'il n'y a pas très longtemps quand les experts ont rendu public leur rapport. Deuxièmement, c'est que c'est déjà là une interpellation aux membres du Conseil de sécurité qui ont la lourde responsabilité au terme de la Charte des Nations Unies de devoir examiner ces rapports et prendre des sanctions. Un rapport très objectif, il faut dire. Exact. De prendre des sanctions exemplaires contre le Rwanda, contre ses dirigeants, de manière à ce que cela ne puisse plus jamais se répéter parce que cette présence a brisé la paix et la sécurité dans le monde en général, mais dans la région des Grands Lacs en particulier. Mais il y a aussi l'Union africaine qui doit siéger rapidement, se saisir de ces rapports pour considérer que le Rwanda, qui est l'un des États membres de l'Union africaine, a violé de manière flagrante. Et pourquoi il est autant silencieux ses engagements dans le cadre de l'Union africaine et qu'il faut les sanctionner. On se pose la question sur le silence de l'Union africaine aussi que vous venez d'évoquer justement. Alors, l'Union africaine, je crois que tous ces gens se sont mis à observer en attendant qu'il y ait au moins un rapport jugé être crédible. Et celui-ci vient au bon moment et je pense que le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine ne devra pas tarder à se réunir pour suggérer à l'Union africaine des sanctions correspondantes par rapport au comportement des dirigeants rwandais. Georges Kapiamba, est-ce que vous pensez que dans les jours qui viennent, le Conseil de sécurité va changer d'avis sur ce qui se passe dans l'Est? Alors, le Conseil de sécurité doit le faire parce que s'ils ne le font pas, voilà les conséquences. Premièrement, les Nations Unies vont perdre totalement la crédibilité auprès de l'opinion congolaise qui est déjà, comme vous le savez, en train de réclamer son départ. Et ça ne sera pas une bonne chose. Mais cette crédibilité va davantage aussi s'effriter
aux yeux de l'opinion internationale. Est-ce qu'on peut Ça veut tout simplement dire que l'ONU risquerait de devenir une organisation sans valeur dans le monde. Est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui que le plan du Rwanda est mis à nu après ce rapport? Tout à fait, son plan est mis à nu parce que c'est un plan en réalité, un plan qui consiste à occuper des espaces sur le territoire de la RDC. C'est ça ce qui est derrière. Et en occupant ces espaces, y installer une administration pour ainsi exploiter, piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que la diplomatie congolaise s'active Elle doit le pour faire. obtenir la confiance justement du Conseil de sécurité? Elle doit le faire. Je sais qu'il y a Qu'est-ce qui doit énormément être fait d'efforts. concrètement sur le plan diplomatique? Alors, ce qui reste sur le plan diplomatique, c'est cet aspect de la diplomatie importante, la diplomatie des droits de l'homme. Ça nous semble être beaucoup négligé du côté de notre gouvernement, qui doit consister notamment à documenter tous les crimes qui sont commis, les effets ou les conséquences de ces crimes sur la situation des populations, mais aussi sur l'écosystème, et saisir, mobiliser les mécanismes des Nations Unies qui ont comme mandat de pouvoir les examiner et prendre des mesures conséquentes, sans oublier aussi la saisine éventuelle de la Cour pénale internationale. Parce qu'à partir du moment où les officiers rwandais, les officiels rwandais se permettent d'envoyer des gens commettre des crimes sur le territoire congolais, ces gens peuvent être poursuivis par la Cour pénale internationale. Mais alors là, il faut que ça soit la République démocratique du Congo, son gouvernement, qui prépare les dossiers, qui saisit la Cour pénale internationale et qui mobilise l'opinion internationale pour que ces enquêtes puissent être lancées. Mais pourquoi est-ce que ce rapport est publié juste après les manifestations anti-MONUSCO? C'est quand même étonnant. Je ne sais pas expliquer cette coïncidence. Il revient naturellement aux officiers des Nations Unies de justifier est-ce que c'est une coïncidence heureuse, malheureuse, mais j'espère que cela rentre dans les calendriers. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire, bon voilà, nous reconnaissons que le Rwanda soutient le M23 et laissez-nous rester ici? Non, mais ça, je crois que c'est déjà une page tournée, hein, parce que les Congolais n'acceptent plus la présence de la MONUSCO au-delà de 2024. Oui, qu'en pense justement Akaj? Est-ce que la MONUSCO devrait plier bagage dans les jours qui viennent? Mais moi, l'ACAJ, nous pensons... Parce que son mandat est totalement... Nous l'avons toujours dit et nous avons fustigé le fait que la prise de Bunagana n'ait pas mobilisé suffisamment les troupes des Nations Unies, c'est-à-dire de la MONUSCO, pour empêcher cela ou reprendre cette cité jusqu'à ce jour. Bref, pour nous, la CAJ, nous avons pris bonne note du fait que la MONUSCO n'a pas respecté ses engagements dans le cadre de l'accord signé avec les FARDC, qui consiste notamment à apporter tous les moyens, tous les soutiens logistiques nécessaires pour protéger suffisamment les populations civiles. Mais protéger les populations civiles ne peut se faire que sur les territoires qu'elles occupent. Mais lorsque vous laissez des bandits, des forces négatives, avec des troupes étrangères, venir envahir et occuper, chasser, tuer et même maltraiter les populations qui sont obligées de quitter pour aller errer dans des brousses, à ce moment-là, vous n'accomplissez plus correctement votre mandat de la protection des populations civiles. Et sur ce point, nous sommes totalement déçus par rapport à l'accomplissement du mandat de la MONUSCO. Vous soutenez le départ de la MONUSCO? Nous soutenons, mais ça doit se faire de manière ordonnée, dans le cadre d'un accord qui doit être convenu entre les gouvernements congolais, après consultation aussi de la société civile. Alors, Georges Kapiamba, les manifestations qui ont eu lieu notamment à Goma, à Butembo et même au Sud Kivu ont coûté la vie à plusieurs Congolais. Le gouvernement parle de plus de 30 morts. C'est une violation contre c'est une violation des droits de l'homme. Vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de votre association pour permettre aux familles éplorées, aux familles des victimes, d'avoir accès à la justice? Déjà là, nous travaillons avec nos collègues qui sont sur le terrain pour pouvoir accompagner sur le plan socio-psychologique toutes les victimes, les familles des victimes, les organiser de manière à ce qu'elles soient en ordre
de se lancer dans la bataille pour la reconnaissance de leur statut en tant que victime. Parce que ce n'est pas paradoxal. Des abus des éléments de la MONUSCO, de quelques éléments de la mission des Nations Unies au Congo, mais aussi accéder à l'indemnisation conséquente par rapport aux dommages subis. Vous ne constatez pas qu'il y a un paradoxe? Les Nations Unies qui défendent les droits de l'homme, la MONUSCO se met à tuer les Congolais. Non, ce sont quelques éléments de la mission qui se sont livrés malheureusement à ces actes et qui doivent être sanctionnés conformément aux mécanismes mis en place par la MONUSCO, les Nations Unies, mais aussi par les pays contributeurs, c'est-à-dire les pays dont ils sont ressortissants. Alors, Georges Kapiamba, aussi la situation humanitaire de nos Congolais qui laisse à désirer. Il y a l'occupation de Bunagana a provoqué un déplacement massif de la population qui habitait justement Rutshuru. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour que cette population puisse être venue en aide? Nous avons eu à faire déjà, à mener une action. Je peux vous dire que c'est grâce à notre plaidoyer que finalement le gouvernement de la République a pu accélérer l'envoi d'une assistance humanitaire. Nous avons même des courriers. Moi-même, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que selon MSF, apparemment, rien n'est arrivé. Non, c'est arrivé. Non, il ne faut pas suivre toujours ce qu'ils disent. Nous savons pertinemment, parce que nous avons des équipes sur place, que ce qui est envoyé n'est pas suffisant par rapport aux attentes, par rapport au nombre, parce que nous avons plus de 260 aujourd'hui de personnes déplacées qui errent par-ci par-là, à qui il faut apporter cette aide. Donc, ce que nous faisons, c'est encourager davantage les gouvernements à mobiliser suffisamment de moyens pour couvrir les besoins de tous ces compatriotes qui errent dans la brousse, dans les territoires principalement des Rutshuru. Je vais vous poser une question directe. La guerre ou la diplomatie face au Rwanda aujourd'hui, selon vous? Oui. Alors, selon nous, vous savez que nous, les droits de l'homme... La diplomatie? Non, selon nous, c'est-à-dire qu'il faut privilégier la diplomatie, mais il faut faire accompagner la diplomatie des moyens, des capacités militaires devant servir de moyens de pression. Parce que si vous allez en diplomatie, en négociation, tout en étant en position de faiblesse sur le plan opérationnel des terrains, vous ne saurez pas obtenir gain de cause. Alors, vous avez justement réagi sur ce qui se passe au niveau de l'Agence nationale de renseignement. Votre association a tweeté pour dénoncer ce qui se passe, des arrestations en chaîne. Pouvez-vous nous en dire plus? Nous avons organisé une conférence de presse vendredi passé, conjointement avec une organisation sœur qui est établie à Lubumbashi, Justicia Asbel. C'était l'occasion pour nous, finalement, de nous exprimer publiquement, parce que nous avons constaté que toutes les démarches que nous avons menées dans le sens de sensibiliser les dirigeants de ces services pour qu'ils puissent cesser de recourir aux anciennes pratiques, aux anciens abus que tout le monde a déploré. Vous pensez que l'état de droit est mis en mal aujourd'hui, est menacé? Sérieusement menacé, parce qu'à partir du moment où on considère qu'on ne peut plus respecter notamment l'article 12 qui prescrit que tous les Congolais ont les mêmes droits et les mêmes obligations et que chaque Congolais a le droit d'être protégé par les lois de la République. Et l'article 17 de la Constitution ajoute pour dire « Nul ne peut être interpellé, arrêté, détenu ou jugé que dans les formes prescrites par les lois de la République. » Mais lorsqu'on arrête, on interpelle, on arrête des gens, on les détient, on les empêche, on leur prive le droit de visite des membres des familles, droit de visite, d'assistance de leurs avocats ou d'être transférés, présentés devant une autorité judiciaire compétente à l'expiration du délai de la garde à vue. On viole de manière intentionnelle la Constitution en général, les articles 12 et 17 en particulier. Et quand on les fait, parce que c'est ça même qui fonde la référence de l'état de droit, ça veut dire que ces compatriotes, ces agents de ces services sont en train de menacer l'état de droit, les fondements de l'état de droit, et c'est de notre obligation d'alerter l'opinion, d'alerter les médias, d'alerter les autorités
pour que tout le monde intervienne, que cela cesse. Alors vous êtes un juriste avéré de ce pays. Vous parlez des fondamentaux de l'état de droit. Ouais. Quels sont ces fondamentaux? Alors les fondamentaux, c'est notamment ce que je venais de répéter ici. Premièrement, le fait que nous avons proclamé à l'article 1er de notre Constitution que nous, les Congolais, nous avons décidé de construire au cœur de l'Afrique un état de droit démocratique. Voilà déjà un premier fondement. Ça veut tout simplement dire que personne d'autre ne peut prétendre ou chercher à instaurer un autre état qui est différent de l'état de droit démocratique, c'est-à-dire venir bouleverser, détruire tout ce qu'il y a comme référence de la démocratie. Deuxième fondement, c'est le fait que, par exemple, l'article 12 dit « Tous nous sommes égaux en droit et en obligation ». C'est une référence fondamentale que personne ne doit venir ignorer, quelle que soit sa position, même si vous êtes agent de l'ANR, d'autant plus que l'article 19 de la Constitution dit que toute personne a le droit de se défendre lui-même, elle-même plutôt, oui, ou d'être assistée de son conseil. Et le dernier alinéa de cet article, qui est un fondement important, qui nous renvoie à l'état de droit, c'est quoi? Il est dit que cette assistance peut se faire même devant les services de sécurité. Mais lorsque vous refusez aux avocats, des personnes que vous arrêtez, de venir assister leurs clients, vous menacez un des fondements de l'état de droit, qui est l'assistance, le droit à la défense. Cette émission touche à sa fin. Georges Kapiamba, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.